Alors celle-ci, elle m'a posé un souci, j'ai dû faire appel à l'équipe. Donc merci à Monsieur Cobu des Olympiades de biologie. Il s'est dit aussi, mais c'est quoi cette question? Et puis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a une astuce, mais vraiment, il faut l'avoir fait pour la trouver. Et donc, on nous propose une mitose où on voit qu'il y a la place pour 6 chromosomes. On nous propose des cellules qui ont 6 chromosomes. Ça va très bien ensemble. Mais on nous dit que ces chromosomes sont en fait le jeu d'une cellule haploïde ou diploïde ou triploïde ou quadriploïde et polyploïde. Et en fait, des cellules qui se reproduisent à l'identique, qui font des mitoses, qui font une reproduction asexuée, qui font juste du clonage entre elles, elles s'en foutent que leurs chromosomes soient issus d'un individu, de 2 individus, une reproduction sexuée ou pas sexuée, elles reproduisent à l'identique. Et donc, ça pourrait se passer tout à fait bien pour tous. Donc pour les cellules humaines, la mitose, on dit qu'elle va... ce sont des cellules diploïdes de partout dans le corps qui ont donc 46 chromosomes, 23 paires, et qui vont donner des cellules diploïdes identiques à elles-mêmes, c'est du clonage. Le seul truc, c'est que les chromosomes doubles se retrouvent en chromosomes simples au cours de la mitose. À un moment, justement, les chromosomes vont séparer leurs chromatides. Mais ici, on n'est pas avec un humain, puisqu'il n'y a que 6 chromosomes, et on peut être avec n'importe quoi comme organisme, il n'y a pas de précision. Et donc, il y a des espèces qui sont monoploïdes, diploïdes, triploïdes, polyploïdes. Elles vont avoir un jeu, 2 jeux, 3 jeux, donc a priori, on peut se dire ça représente pour tout le monde. Alors, la seule astuce, c'est que le N, c'est un nombre de chromosomes qui va être doublé quand on va avoir une nouvelle, une cellule qui va fusionner ses chromosomes à elle. Et donc, ça doit être un nombre entier de chromosomes. Et donc, quand vous avez 4n égale 6, ça voudrait dire que n est égal à 1,5. Donc, ça veut dire que la cellule reproductrice, avec le jeu minimum qui va être transmis, devrait avoir un chromosome et demi. Et ça, c'est pas possible. Le n doit être un nombre entier. Donc, c'est vraiment la réponse D qui n'est pas bonne, parce que n divisé par 1, c'est bien, donc si on a 6 divisé par 1, c'est bien un nombre entier. Si on a 6 divisé par 2, c'est bien un nombre entier. Si on a 6 divisé par 3, c'est un nombre entier. Mais 6 divisé par 4, c'est pas un nombre entier. Et donc, il ne peut pas y avoir de nombre de chromosomes, un seul jeu, donc le caractère haploïde, qui soit un nombre non entier de chromosomes. Mais celle-là, je ne l'aurais pas trouvée. Je n'aurais pas osé répondre. On y va pour la question 9. Alors, on est dans le même style, toujours sur les divisions, avec des chromosomes. Il faut connaître le vocabulaire des divisions équationnelles et réductionnelles. Alors, les divisions des cellules eucaryotes sont caractérisées par différents phénomènes. Certains sont propres à la mitose, à la méiose. Alors, quand on vous dit que la migration de chromosomes a 2 chromatides vers les pôles, ça se passe à l'anaphase, la migration. C'est assez rare. Donc, en mitose, on met un chromosome au centre et c'est des chromatides seuls qui migrent vers les pôles. Donc, on se retrouve avec des chromatides seuls. Tandis que dans une des divisions de la méiose, c'est la première en fait, c'est la méiose réductionnelle qui envoie des chromosomes entiers. Donc, quand on reprend l'organisme humain, donc on a 46 chromosomes. Lors de la première division, on envoie 23 chromosomes à gauche, 23 chromosomes à droite. Donc l'idée, c'est de faire des cellules reproductrices qui contiennent la moitié du patrimoine génétique. Et donc on commence avec des cellules diploïdes et on se retrouve avec des cellules haploïdes qui n'ont qu'un seul chromosome numéro 1. Pour les deux, un seul chromosome numéro 2, un seul chromosome sexuel, donc elles seront X ou bien Y. Et la deuxième méiose, c'est pour voyager léger. Donc on prendra qu'une seule des 2 chromatides identiques, des 2 chromatides sœurs. Donc l'équationnelle, elle va être comme une mitose. Donc mitose et méiose 2, équationnelle. C'est des chromosomes seuls qui se mettent sur la plaque métaphasique et des chromatides seuls qui migrent. Donc ici, on cherchait une migration de chromatides qui migrent en chromosomes entiers par 2. Pas des chromosomes simples. Et donc c'est la réductionnelle. Et pas la mitose. La mitose, c'est les chromosomes se mettent un par un et la moitié à gauche, la moitié à droite. Qu'on soit diploïde, plus de machin. Alors, le karyotype, on est toujours dans l'histoire de mitose, méiose. Ça fait beaucoup. Alors, pour faire un karyotype, alors c'est quoi un karyotype? C'est un classement des chromosomes du plus grand au plus petit par paire. Donc le numéro 1 est très grand, le numéro
22 est petit, et puis le 23, c'est les X et les Y si on a un garçon. Donc pour faire un karyotype, on doit faire une photo des chromosomes. Et le meilleur moyen pour avoir une photo des chromosomes, c'est de prendre la cellule à la métaphase et de venir avec un appareil photo, je ne sais pas bien dessiner, et de faire la photo par là. Et donc on regardera toute la tranche ici, et sur toute cette tranche-là, on aura les chromosomes qui seront tous bien étalés sur une seule plaque. Donc l'ajustement sera facile à faire parce qu'ils sont tous bien alignés sur un même plan. Donc un karyotype, c'est le classement de tous les chromosomes. C'est une photo prise quand ils sont tous alignés dans un plan, la plaque équatoriale métaphasique. Et c'est la métaphase. Alors ici, on pouvait être embêté par l'histoire de l'inhibiteur de formation des microtubules. Le fuseau mitotique se met en place à la prophase. Et donc on pourrait se dire qu'ici, on ne sait pas, on inhibe ça. Alors maintenant, je crois que la formation des microtubules, ils s'allongent, ils se rétrécissent pour qu'ils se placent au centre. Et après, il n'y a pas l'explosion des microtubules. Je ne sais pas s'il y a des microfilaments, des machins. Ce que je sais, c'est que le karyotype, on bloque à la métaphase pour avoir une photo nette. On y va pour toujours mitose-méiose. Je crois que c'est la dernière quand même. Oui, c'est la dernière du questionnaire. Alors, un spermatozoïde, c'est la cellule qu'on obtient à la fin de la spermatogenèse, la formation du spermatozoïde. Donc il y a eu une méiose 1 et il y a eu une méiose 2. Donc la méiose 1 permet de passer de 46 chromosomes à 23 chromosomes de chaque côté. Et la méiose 2 permet d'aller avec 23 chromatides chez 4 spermatides. Et il reste encore à faire la spermiogenèse qui est juste une différenciation. Donc des cellules rondes de départ, on fait des cellules petits bolides. Et pendant la différenciation, on ne change pas le contenu du noyau. Donc il y a bien 23 chromatides simples. Le chromosome simple a une chromatide. Et elles sont bien haploïdes, elles ont la moitié des informations. Donc haploïde a une chromatide. Alors on passe à un autre chapitre, c'est fini pour les mitoses-méioses, on passe à la génétique. Cette question-là est déjà tombée en juillet, mais ce n'était pas la même question, enfin le même début de question, donc même présentation de document, mais c'est une autre question dessus. Donc à nouveau, on nous propose un caractère, un dihybridisme, donc 2 caractères, on regarde à la fois la couleur et la forme, et on dit que ces 2 caractères sont portés par le même chromosome, et qu'il n'y a pas de crossing over. Et donc, quand les parents sont homozygotes, au départ, toujours quand on est avec du Mendel, le jaune est là 2 fois, le lisse est là 2 fois. Alors, les dominants, c'est quand ils sont lisses et quand ils sont jaunes. Donc j'ai choisi une majuscule pour jaune, une majuscule pour lisse. Les récessifs, c'est quand ils sont ridés, j'ai choisi un petit r, et quand ils sont verts, c'est écrit vert, parce que je ne crois pas que vous aviez les couleurs. Et alors le fait qu'ils sont liés, on peut le représenter, je crois que dans la vidéo de correction de juillet, j'avais fait une barre verticale, mais on peut aussi faire des sortes de petits accrochages. C'est-à-dire que sur le même chromosome, on va avoir J et L, et sur le même chromosome d'à côté, il y a un numéro 1 et un numéro 1 qui est venu de papa, un qui est venu de maman. Chez les homozygotes, c'est tous les mêmes. Ils sont vraiment accrochés ensemble. Pareil pour de l'autre côté, chez le deuxième parent, le parent 2 ici, on a double vert, double ridé, et ils sont accrochés ensemble sur le même chromosome. Du coup, quand ils font leurs gamètes, ils vont tous donner des grands J, grands L, des petits V, petits R, il n'y a pas le choix. Ils donnent 1 sur 2 DJ, 1 sur 2 DL, 1 sur 2 DV, 1 sur 2 DR. Et en F1, donc il reçoit grand J, grand L d'un des parents et petit V, petit R de l'autre parent. Et au niveau de la couleur, il est jaune. Au niveau de la forme, il est lisse parce que ce sont les caractères dominants. Au moment de faire les gamètes, comme ils sont liés, chaque fois que J va être donné à un gamète, le L va l'accompagner. Et donc on n'aura pas de disjonction des allèles, de séparation qui pourrait donner des gamètes qui seront JV, grand J, petit V. Ici, il n'y a pas ça parce qu'on vous dit qu'ils sont portés par le même chromosome et qu'il n'y a pas de crossing over. Et donc le J est toujours collé au L. Et l'autre possibilité qu'ont ces petits pois de F1, ces hybrides de première génération, ces hétérozygotes, c'est d'envoyer petit v et petit r. Et donc les gamètes qui sont de F2, qui sont un croisement d'un F1 avec un autre F1,
ben, la probabilité est que soit ils reçoivent 2 grands JL, soit ils reçoivent un grand JL et un petit VR, et ça peut arriver 2 fois, soit ils reçoivent les 2 VR. Et donc ce qu'on vous demandait, c'est quelle est la proportion de descendants homozygotes lors du croisement F1-F1, donc la F2. Et donc, ben, les homozygotes, c'est ceux qui ont les lettres les mêmes. Hein. Il y a JJLL et VVRR, c'est aussi un homozygote. Et donc, il y a la moitié d'homozygotes, parce que les autres, JVLR et JVLR, ce sont des hétérozygotes. Donc, il y a 50% d'homozygotes. Réponse B. Alors, celle-ci, je ne suis pas catégorique, mais j'ai la bonne réponse. Mais si je ne l'avais pas su à l'avance, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Il n'y a pas de vraie preuve définitive, et en bio, j'ai toujours peur de m'avancer. Alors, ce qu'on vous demande quand on regarde cet arbre généalogique, c'est de vous dire est-ce qu'il est dominant ou récessif, est-ce qu'il est sur un chromosome X ou un autosome. Alors, comme il y a un individu atteint qui a des parents non atteints, ça arrive là, ça arrive ici aussi, un individu atteint qui a des parents non atteints, c'est récessif. Donc, c'est caché pendant certaines générations. Alors, l'autre information qu'on a ici, c'est qu'il n'y a que des hommes malades. Il n'y a jamais de filles malades. Maintenant, c'est parce que la famille n'a pas fait assez d'enfants, peut-être que ça pourrait arriver à un autre moment. Je trouve que l'échantillon n'est pas gigantesque non plus. Et souvent, quand c'est sur les hommes qui sont atteints, c'est souvent lié à X, parce que les hommes ont un seul chromosome X, et donc une maladie est plus susceptible d'apparaître chez eux, alors que les filles, si elles ont un chromosome X malade, elles auront souvent, enfin en tout cas, elles ont une deuxième chance avec le deuxième X de ne pas présenter la maladie. Alors pour avoir une vraie preuve que c'est situé sur le chromosome X, je crois qu'il faut une fille atteinte, et tous ses fils doivent être atteints. Donc on voit qu'ici, parfois, dans ce couple-ci, on en a qui ont réchappé. Hein. Ils ne sont pas tous atteints, les fils, mais la maman n'est pas atteinte. Donc elle est porteuse d'un XS. Et donc certains de ses fils peuvent recevoir le XSY. Voilà. Donc s'il y avait une fille atteinte et que tous ses fils étaient atteints, et qu'en plus son père était atteint, on pourrait dire que c'est lié au chromosome X. Ici, c'est une suspicion. Mais franchement, c'est possible que, pas de chance, ce soit toujours les garçons qui soient atteints. Donc moi, j'aurais pas posé cette question-là. Du coup, j'aurais pas répondu non plus. Alors, les groupes sanguins, c'est ultra classique. Celle-là, je crois que je la donne déjà parfois à mes quatrièmes. Hein. Mais c'est pas pour ça que c'est simple. Il faut connaître les astuces. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les groupes sanguins? C'est que le groupe sanguin O, les allèles possibles, c'est des codominances. Donc, si vous avez A, c'est un allèle dominant, B est un allèle dominant et O est un allèle récessif. Donc, ça, c'est de la théorie, il faut savoir. Et donc, une femme de groupe sanguin A, donc c'est son phénotype, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Dans son génotype, elle aura A pour pouvoir l'exprimer. Et à côté de ce A, elle peut être petit o, ou elle peut être, hétérozygote avec le récessif O qui ne s'exprime pas, ou elle peut être homozygote AA. L'homme de groupe sanguin O, c'est son phénotype, il est obligé d'être petit o, parce que quand on exprime un caractère récessif, on est d'office homozygote pour ce caractère. Ce qu'on a comme info en plus, c'est qu'ils ont un enfant qui est de groupe sanguin O. Et comme son père, pour être de groupe sanguin O, il doit porter le génotype homozygote petit o. Ce qui signifie qu'il a reçu O de chacun des parents. Donc le père, il n'a pas du mal à donner des O, mais la mère doit aussi donner un O, et donc elle ne peut pas être AA. Donc quelqu'un de groupe sanguin A pourrait être AA, mais pas quelqu'un qui a un enfant O. Du coup, on connaît le génotype de la maman, et on peut imaginer qu'elle peut donner 50% du temps le gamète A, 50% du temps le gamète O, et le père, il va toujours donner le gamète O. Et en fait, dans ce genre de... Donc 100% de petit o, ici 50% A, 50% de O. Donc dans ce genre d'exercice, c'est même pas la peine de faire la deuxième colonne. Donc comme le père, il donne 100% de O, on a une seule colonne à remplir pour les variétés des allèles des gamètes du père. Et donc, si la maman a donné le grand A, l'enfant sera A. Si la maman a donné le petit O, l'enfant sera O, comme le père donne toujours O.
Et donc 50-50. Mais il faut bien lire la question. Et c'est pas la première fois que cette astuce-là. Mais non, moi je me fais plus piéger, mais il faut que vous ayez été bien préparé. On ne vous demande pas quelle est la probabilité des enfants qui seront A. On vous demande que ce soit aussi un garçon et qu'il soit de groupe sanguin A. Donc parmi les enfants, il y aura 50% de A, mais il y aura autant de filles que de garçons. Il y a une chance sur 2 d'avoir un garçon, donc pour être à la fois A et à la fois être un garçon, 50% de A, 50% de garçons, on est à 50% de 50%, on est à 25% de chance d'être un garçon A. C'est le C. Voilà, maintenant on peut s'amuser à faire du dihybridisme et commencer à regarder avec des X, des Y, mais juste en disant la question en disant la réflexion qu'il y a 50% de garçons et donc que ça ajoute une probabilité supplémentaire. Donc la réponse est la C, mais on aurait pu, si on va trop vite, répondre à la D, mais ce n'est pas la bonne réponse.